Mathieu Molines, bonjour. Bonjour. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour le Forum des Humanités pour aborder une thématique qui est liée aux émotions, puisque nous allons nous intéresser à un auteur qui s'appelle Christophe Haag, qui est enseignant-chercheur en comportement organisationnel à l'EM Lyon et qui travaille sur la question des émotions, de l'intuition, de l'intelligence émotionnelle. Il a écrit et consacré un ouvrage à la contagion émotionnelle aux éditions Albin Michel, et ce sera pour nous l'occasion de revenir sur cette thématique. Alors d'abord, avant de parler de la contagion proprement dite, parlons de la synchronisation émotionnelle. Il y a chez nous, chez chacun d'entre nous, une façon, lorsqu'on communique, de chercher à s'harmoniser et de se mettre au diapason de l'autre au niveau émotionnel, de façon plus ou moins consciente d'ailleurs, qui font que nous cherchons à établir une sorte de communication émotionnelle avec l'autre. On l'a particulièrement bien ressenti durant la phase du Covid où l'interrelation était beaucoup plus à distance et via des écrans, où c'était plus difficile d'établir cette connexion. En fait, on sait depuis les années 90 et les travaux de Rizzolatti que notre cerveau possède ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ces neurones miroirs vont permettre de photographier l'action d'autrui et l'imiter. Par exemple, si une personne en face de nous est triste, alors notre cerveau et ses neurones miroirs vont récupérer cette information et nous allons presque inconsciemment imiter la tristesse de l'autre. Cette manifestation corporelle va provoquer une émotion de tristesse dans notre cerveau limbique. En fait, nous avons une tendance naturelle à rentrer en sympathie plutôt qu'en empathie. Oui, sachant que la sympathie, contrairement à l'empathie, est une façon de se mettre à la place de l'autre, alors que l'empathie permet à l'autre de garder sa position, en fait. C'est je ressens en sachant qu'il y a un autre qui est un autre. Ce qui est intéressant, c'est que ces neurones miroirs, elles fonctionnent également à distance. Par exemple, lors de l'événement de Notre-Dame de Paris, on a vu à la télévision des gens s'exprimer, des Parisiens extrêmement émus, extrêmement tristes. Eh bien, cette émotion, elle s'est propagée en France, mais également dans le monde entier. En témoignent les nombreux dons qui ont été reçus pour financer la rénovation de la cathédrale. Et donc ça, c'est de la sympathie plutôt que de l'empathie? Alors là, on va tomber sur plutôt de la sympathie, puisque finalement, on est véritablement en fusion avec cette émotion de tristesse que ressentent tous les Parisiens ou tous les gens qui sont attachés à Notre-Dame de Paris. Dans le cadre du Covid-19, on peut aisément penser que les émotions de tristesse, de peur, se sont transmises par webcam interposée. Oui, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Il y a eu des phénomènes de diffusion du virus de la peur, on en reparlera tout à l'heure, à travers les technologies contemporaines, ce qu'elles nous permettaient, et peut-être plus rapide d'ailleurs. Dans l'ouvrage de Christophe Haag, il s'attelle à décrire des situations extrêmes qui, dit-il, nous permettent de penser les situations normales que nous vivons tous. Et il parle d'une situation extrême qui est celle de la prise d'otage et où interviennent des négociateurs qui sont évidemment extrêmement formés. Petite anecdote historique maintenant, c'est l'intervention de Nicolas Sarkozy lors de la prise d'otage à Neuilly-sur-Seine qui, sans formation, avait négocié directement avec les otages. Mais normalement, le négociateur est formé pour parler avec le preneur d'otages et surtout pour essayer d'établir avec lui, et j'aime beaucoup l'expression, un couloir émotionnel afin d'établir les bases d'une négociation. Oui, effectivement, en fait, dans ces situations extrêmes, nos comportements, mais également nos émotions sont exacerbés. De la peur, de la haine, de la colère, de l'indignation sont transmises entre le preneur d'otages et le négociateur. D'ailleurs, le négociateur du RAID, qui est interrogé par Christophe Haag, explique en fait qu'il a ressenti une sorte de contamination qui s'est effectuée entre lui et le preneur d'otages. Il part d'une sorte de virus qui s'est propagé en quelques millisecondes. Oui, on est frappé par la rapidité avec laquelle les émotions se propagent. C'est plus rapide qu'un sprinter. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce processus de contamination s'appelle la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions vont se transférer très rapidement, en quelques millisecondes, d'un individu à un autre, comme une sorte d'onde. Oui. Et là la logique avec un preneur d'otage, c'est justement de le faire sortir d'un certain type de sentiments et d'émotions pour arriver, par exemple, la paranoïa, pour arriver à rétablir une question de confiance. Donc il faut trouver les mots justes, ça passe par le langage, pour émotionnellement arriver à l'accrocher d'une certaine façon. Oui, il faut être capable de désamorcer son émotion de colère ou de peur et l'amener sur des émotions beaucoup plus positives. On vient de le voir, on est dans un cas de figure d'une contagion intersubjective, d'un individu à un autre. On peut imaginer, enfin on le voit surtout, des contagions émotionnelles qui touchent le groupe.
la population nationale, voire la population mondiale. On a été confronté à ça avec le Covid, et notamment donc, le mécanisme de peur qui s'est enclenché dans le monde entier au même moment, simultanément, ou encore dans le cas des violences policières, George Floyd, où il y a eu une émotion internationale, une colère internationale qui s'est levée. Comment on explique ça? Comment la contagion émotionnelle peut-elle s'étendre à l'ensemble de la planète? Alors, ces deux exemples illustrent bien ce mécanisme de contagion émotionnelle. On l'est passé d'un affect individuel à un affect de groupe. Dans le cas du Covid-19, la peur et l'anxiété ont été essentiellement transmises par les réseaux sociaux et les médias. Et on conduit, et c'est là que c'est très intéressant, à des comportements parfois surprenants, comme la fameuse guerre du papier toilette qu'on a vue dans les supermarchés. Le cas de George Floyd est également très intéressant, puisqu'il met en avant une sorte de transcendance collective. Il montre à quel point une émotion de colère s'est emparée de la société américaine et a très vite touché l'Europe. En fait, en quelques jours, cette émotion très forte, très profonde de colère a touché les démocraties européennes notamment. On est vraiment dans une contagion émotionnelle qui est horizontale, dans les deux cas qu'on vient de décrire. Ce qui est parfois plus surprenant, c'est qu'on peut imaginer, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, une contagion émotionnelle qui est intergénérationnelle. Il y a un exemple historique que chacun connaît, c'est post-Seconde Guerre mondiale, la génération de jeunes Allemands qui a récupéré la culpabilité de leur père et de leur mère et ont développé un sentiment de honte sur l'identité. Donc la culpabilité des pères est devenue la honte des fils vis-à-vis du sentiment national. Mais on peut le voir aussi dans... Enfin, ça reste des travaux de recherche qui sont parfois discutés, mais on peut le voir même dans l'histoire personnelle, porter la faute d'un père, d'un grand-père, etc. Donc la contagion se fait aussi dans l'histoire. Alors effectivement, plusieurs travaux suggèrent qu'un enfant peut devenir le dépositaire d'une souffrance qu'il n'a pas lui-même vécue. Alors les psychologues parlent de transcendance émotionnelle transgénérationnelle, donc c'est assez compliqué. Et finalement, pour expliquer ce phénomène, ils vont utiliser ce qu'on utilise beaucoup en psychologie, c'est ce qu'on appelle le transfert. Effectivement, plusieurs travaux suggèrent qu'un enfant peut devenir le dépositaire d'une souffrance qu'il n'a pas lui-même connue. Par une sorte de mécanisme de résonance émotionnelle transgénérationnelle, l'émotion négative, l'expérience négative, se transmet d'une génération à une autre. Pour expliquer ce phénomène, les psychologues utilisent la notion de transfert. Le transfert en psychologie, c'est un sentiment en fait qui est parfois refoulé et qui naît en fait d'un traumatisme dans l'enfance ou un traumatisme peut-être en avant dans les générations. Oui, et qui du coup devient constructeur de la personnalité de l'enfant ou de la génération suivante aussi. Tu as tout à fait raison, mais pour le moment, en fait, ce phénomène il reste très difficile à expliquer. Par contre, on sait que les émotions, elles peuvent se transmettre de manière totalement inattendue. Il y a des chercheurs qui ont très récemment montré que les émotions pouvaient se transmettre par le ventre de la mère à l'enfant par le liquide amniotique. D'où l'importance pour les jeunes mamans d'avoir des émotions très positives. Oui, des facteurs de stress, de dépression peuvent avoir un impact sur l'enfant et sur son évolution future, en fait. Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans la construction de l'identité individuelle. On a vu l'identité collective qui se construit aussi par ces phénomènes de contagion émotionnelle. Quand on assiste à la mort d'un George Floyd comprimé, le coup comprimé par un policier, il y a quelque chose qui est l'ordre d'une communauté émotionnelle qui surgit, qui crée un fort sentiment d'identité. Donc on a l'identité personnelle, l'identité collective. Maintenant, j'aimerais revenir à un autre lieu qui forge l'identité, c'est le travail, parce que l'émotion, c'est aussi le contexte qui la crée. Sans être feng shui, on peut imaginer que la disposition des choses dans l'environnement crée un certain climat émotionnel, et évidemment les gens avec lesquels on est, et donc en premier lieu le travail qui va avoir une influence primordiale. Tout à fait. Et savais-tu que par exemple l'émotion qui est la plus ressentie au travail, c'est la jalousie. Mais je l'ai appris en te lisant, je ne le savais pas. Donc on regarde l'autre et sa réussite, sa réussite relative, parce que c'est toujours relatif, on regarde par rapport à l'autre où on se situe nous-mêmes, et donc il y a le sentiment de jalousie. Et ça, c'est un moteur au sein du travail, c'est quelque chose qui existe, une énergie qui est là, présente. Alors exactement, on est toujours dans la comparaison financière, comparaison au niveau des responsabilités, mais le problème c'est que cette jalousie, elle crée de l'anxiété, et elle peut aussi amener à des comportements qu'on appelle les comportements déviants, c'est-à-dire refuser tout simplement de collaborer avec ses collègues.
Alors, il y a, on va dire, la jalousie qui a l'air, en tout cas tel que tu l'écris, qui a l'air d'être un sentiment très partagé dans la vie de l'entreprise finalement. Après, il y a des comportements qui sont vraiment proprement pathologiques, des individus toxiques qui prolifèrent au sein des organisations, parfois avec de brillantes réussites, et qui vont avoir une vraie influence sur les collaborateurs, sur les gens qui travaillent pour eux, et ainsi de suite. Oui, effectivement, on a tous en tête, ou on a tous connu en tout cas, ce manager pas très facile que Robert Sutton appelle le sale con, et qui est une sorte d'agent pathogène dont la principale caractéristique est d'être capable d'hameçonner les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, il va souffler le chaud et le froid. Un jour, il va vous dire, bah voilà, c'est super, j'adore travailler avec toi, et vous communiquez une émotion très positive. Et quelques heures après, eh bien, il va vous rabaisser, en fait. Et c'est très difficile de réagir face à ce ping-pong émotionnel. Oui, ça rappelle la structure du pervers narcissique qui d'abord est émotionnellement vous flatte, vous caresse et ensuite vous dévalorise sur des endroits qui sont fragiles. Et dès qu'il sent qu'il perd la personne, on va revenir sur la flatterie. Mais donc, ça veut dire que non seulement ces comportements existent, on le sait déjà, mais qu'en plus, ils peuvent vivre totalement et s'épanouir en entreprise. On a tous besoin de positivité. Or, on est dans une société, et notamment le milieu d'entreprise, qui est très narcissique, qui est très auto-centré. Tous nos objectifs sont autour d'objectifs chiffrés, Oui. personnels. Or, à aucun moment, on ne vous dit, ben voilà, il faut faire du bien en fait autour de vous, il faut être positif avec vos collaborateurs. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est valorisé par l'organisation. Il y a vraiment une chose que j'ai découverte là, en lisant l'ouvrage de Christophe Hague, c'est dans le rapport hiérarchique, et j'ai trouvé ça tellement juste que ça m'a frappé tout de suite, c'est émotionnellement, un chef, un leader, un N+1, +2, +3, n'a pas tellement besoin émotionnellement de se positionner par rapport aux autres et de comprendre quel est leur ressenti. Il impose. Il impose qui il est, il arrive dans l'espace, et c'est aux autres de s'adapter au champ émotionnel qui se dégage de lui, à interpréter, et ça devient un jeu organisationnel aussi, de comprendre les humeurs, est-ce que c'est le moment de parler, est-ce que c'est pas le moment de parler. J'ai regardé un documentaire pas plus tard qu'hier sur les jeunes femmes sri-lankaises qui sont formées pour devenir des domestiques et partir ensuite dans le reste du monde, Moyen, Proche-Orient, Europe, etc. Et une des parties des exercices qu'elles suivent, c'est évidemment faire la vaisselle, faire leur passage, etc. Mais c'est aussi apprendre à supporter les brimades de leur employeur, les humiliations, les cris, la mauvaise foi, etc. C'est comment, émotionnellement, finalement, le chef a un ascendant sur nous et à nous réguler. Enfin, quand je dis nous... Oui, en fait, c'est vraiment la difficulté du monde du travail, hein. Il faut apprendre à naviguer parmi ce champ émotionnel et parfois ces émotions qui sont très négatives. Et on le voit en fait avec la montée des phénomènes de burn-out, hein, qui sont certes parfois liés à des conditions de travail très difficiles, mais qui peuvent être également liés, et c'est beaucoup le cas, à des relations hiérarchiques qui sont très dures, avec beaucoup de négativité et des émotions très difficiles. Quand vous avez un chef qui instille la peur dans son équipe, eh bien forcément, cette émotion de peur, elle se transmet à toute la sphère familiale, à toute la sphère personnelle, et en fait, elle finit par vous consumer intérieurement. Donc apprendre à naviguer émotionnellement, c'est faire preuve aussi de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est un concept qui s'est très largement répandu maintenant. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste, l'intelligence émotionnelle ? Oui, alors l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à trier les émotions et à en ressortir quelque chose de positif. C'est-à-dire que, comme tu l'expliquais, on est dans des environnements où on a énormément d'émotions, énormément d'informations qui sont transmises. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à prendre les informations, à les comprendre et à les trier. Cette capacité à comprendre finalement la place de l'émotion dans le tri de l'information, dans la prise de décision, il y a un Neurobiologiste. Neurobiologiste qui s'appelle Antonio Damasio qui a travaillé là-dessus, qui a fait un travail qui est révolutionnaire, copernicien. Il a montré l'importance des émotions dans les prises de décision. Et c'est appuyé sur une sorte de patient alpha qui s'appelle Elliot, qui a souffert, tu vas peut-être nous l'expliquer, de lésions neurologiques qui auraient pu l'affecter dans ses
comportement, dans ses interactions, sauf qu'il n'y a qu'une chose qui était troublée, c'était sa capacité à prendre des décisions. Et à partir de là, il est arrivé à nous montrer l'importance de l'émotion dans la prise de décision. Est-ce que tu pourrais développer? Oui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pendant longtemps, et c'est un peu la méthode de Descartes, on a opposé la rationalité, la prise de décision rationnelle à l'émotion. Ouais. On a dit que les deux, en fait, étaient totalement déliés. Totalement déliés. Or, on sait depuis plusieurs années, on a observé en tout cas que lorsque les individus prennent des décisions, eh bien finalement ce n'est pas toujours la rationalité, ce n'est pas toujours la solution optimale, ce n'est pas toujours la solution la plus judicieuse, ce n'est pas tout le temps la solution qu'on a analysée en profondeur. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans le bouquin, il y a une phrase qui m'a aussi marqué, que je trouve géniale, c'est finalement, avec les requêtes d'expérience qu'il a accumulées, ce qu'on pourrait se reprocher, c'est finalement dans notre vie personnelle de ne pas prendre assez de décisions. C'est de ne pas avoir cette faculté, finalement. On rationalise beaucoup, on réfléchit, on anticipe, on pense, mais à prendre des décisions. Et là, l'émotion est un vrai recours. Alors oui, c'est tout à fait ça, en fait. L'émotion, elle est nécessaire à la prise de décision. D'ailleurs, petite parenthèse, les deux seuls prix Nobel d'économie qui sont des psychologues, Daniel Kahneman et Herbert Simon, eh bien, ont justement montré l'inefficacité de cette prise de décision soi-disant rationnelle. Et c'est notamment les travaux de Damasio et de son équipe qui ont montré la place de l'émotion dans la prise de décision. En fait, Damasio et son équipe ont étudié un patient qui s'appelle Elliot. Alors Elliot, c'est quelqu'un qui souffre de lésions au cerveau. Ils lui ont fait passer une IRM, et dans cette IRM, ils ont vu effectivement que ses deux lobes frontaux étaient abîmés. Oui, donc à ce niveau-là... Ouais. Ils lui ont donc fait passer des tests, en fait, des tests d'aptitude cognitive, pour voir si ces aptitudes cognitives, donc, qui lui permettent de prendre une décision rationnelle, étaient affectées. Ils lui ont fait passer des tests d'intelligence, des tests de mémoire, des tests de mise en situation. Et à aucun moment, en fait, Elliot n'a semblé perdu. Il était tout à fait capable de réaliser un calcul de tête, de se situer dans l'espace, etc. Ce qui veut dire que les mauvaises décisions qu'il prenait n'étaient pas dues à des problèmes cognitifs, mais à autre chose. Et là, Damasio et son équipe se sont intéressés à ses émotions. Pour ça, en fait, ils ont exposé Elliot à des images de personnes souffrant, en fait, de personnes en situation de détresse. Et ils ont regardé ce qui se passait dans le cerveau d'Elliot. Ils ont vu en fait qu'il ne se passait rien. Et Elliot comprenait effectivement les situations, mais il ne vivait aucune émotion. Il comprenait bien que la personne en face qui était de lui souffrait, mais il n'avait aucune émotion. Alors Damasio en a déduit que si Elliot avait du mal à prendre des décisions, ce n'était pas à cause de capacités cognitives défaillantes, mais plutôt parce qu'il n'arrivait pas à introduire de l'émotionnalité dans sa décision. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un autre neurobiologiste, Joseph Ledoux, a conduit des expériences similaires sur la base des travaux de Damasio, et il prend un exemple qui est extrêmement intéressant. Alors, je vais schématiser. Il nous explique qu'on a deux circuits. On a un circuit émotionnel et cognitif, donc qui est un circuit court, et un circuit long, qui est plutôt un circuit cognitif, donc qui est un processus beaucoup plus long de prise de décision. Et il prend l'image du serpent. Imaginez, vous êtes dans la jungle, vous marchez, et puis, sous une branche, vous apercevez une forme. Le circuit court va se lancer, et donc vous allez commencer à apercevoir un serpent, vous allez être pris d'une émotion de peur, et donc vous allez fuir. Par contre, si ce circuit court ne fonctionne pas, et que finalement, vous fonctionnez uniquement grâce à la prise de décision rationnelle. Dans ce cas-là, sur ce circuit long, vous allez analyser l'information. Ok, donc il y a une forme, cette forme ressemble à un serpent. Un serpent, c'est quelque chose qui est dangereux, il faut que je fuis. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas l'émotion de peur qui vous envahit, eh bien, il est peu probable que vous fuyiez. Ou en tout cas, vous allez mettre beaucoup plus de temps à fuir. Et on voit en fait que l'émotion, elle est nécessaire à la prise de décision, mais elle est même nécessaire à la survie. Il y a plein de choses qui sont intéressantes quand on réhabilite comme ça l'émotion. On comprend beaucoup mieux le rôle de l'intuition aussi, qui s'appuie sur l'interprétation très rapide de signes qui sont envoyés, et on va appeler ça l'intuition. On voit à quel point elle est centrale dans notre vie. Et on voit aussi, du coup,
l'influence que peut avoir la publicité, le marketing sur le jeu avec nos émotions pour nous amener à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de la consommation, d'une marque, voire parfois dans le jeu politique, etc. Et on le voit très nettement, par exemple, aujourd'hui dans les technologies, dans les réseaux, notamment par les phénomènes de gratification qu'on peut recevoir en ligne, en likant, en recevant des likes, etc. Donc les émotions sont manipulables aussi. Oui, tout à fait. Et ça, les réseaux sociaux et les grandes compagnies américaines de type Facebook, Twitter l'ont bien compris. Elles ont créé une sorte d'addiction aux émotions. Il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux et notamment toutes les nouvelles technologies, on peut vivre en fait les grandes émotions de ce monde quasiment en temps réel. On a parlé tout à l'heure avec George Floyd. On a une émotion très profonde de colère aux États-Unis qui s'est transmise mais en quelques heures en France et dans le reste de l'Europe notamment. Alors, le problème, c'est que cette surémotionnalité, cette présence continue d'émotions, eh bien, elle crée une certaine anxiété. On assiste à un nouveau phénomène dû aux réseaux sociaux, ce qu'on appelle le phénomène de fear of missing out, le fameux FOMO, la peur de manquer. J'ai peur de ne pas être présent, j'ai peur de manquer, j'ai peur d'être rejeté. On a vu sur des jeux en ligne où il n'y a pas d'arrêt de temporalité jour-nuit, le jeu continue même quand vous n'êtes pas devant, des gens se mettre en danger, même au niveau de la santé, puisqu'il ne fallait pas rater ce qui se produisait à ce moment-là. Et effectivement, par rapport à l'actualité, le fait de vouloir être au courant de la dernière actualité, de ce qui est en train de se produire, crée des phénomènes d'hyper-anxiété aussi, parce qu'on est toujours en connexion avec le monde. Oui, et le problème, en fait, c'est que ces émotions, elles sont créées de manière artificielle. Facebook a développé des techniques avec des psychologues pour créer de l'addiction. Et cette addiction, c'est ce qui nous retient sur la plateforme, notamment. C'est ce qui nous laisse captifs sur cette plateforme. Et en ça, c'est très malsain. Ces difficultés, finalement, pour chacun d'entre nous, de se soustraire à ces sollicitations permanentes, comment on explique la positivité émotionnelle qui est nécessaire à l'épanouissement de chacun? Voilà, si vous souffrez d'angoisse, notamment que vous avez du mal à dormir, c'est probablement que vous êtes contaminé par ce surplus émotionnel et ces émotions toxiques. Alors, une méthode très simple, c'est parfois de prendre un peu de recul vis-à-vis des nouvelles technologies et notamment de son smartphone. D'ailleurs, sur les smartphones, vous avez maintenant un compteur du nombre d'heures que vous avez passé sur votre smartphone et notamment le temps que vous avez passé sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous allez voir, c'est très surprenant. Donc ça, c'est un premier conseil très simple qu'on peut tous mettre en place. Un deuxième conseil, et ça, c'est des chercheurs de l'université de Cambridge qui l'ont montré, c'est l'importance de se reconnecter à la nature. Les chercheurs ont montré en fait que les arbres absorbaient en fait nos émotions toxiques. Il est donc nécessaire parfois de faire des breaks à la campagne. Et on l'a vu pendant le confinement, pour ceux qui sont restés à Paris, à quel point le manque de nature nous a pesé émotionnellement. Ensuite, un troisième conseil, c'est de pratiquer la méditation. Alors la méditation, c'est quelque chose de très simple, vous avez énormément d'ouvrages pour apprendre, démarrer la méditation. Elle va vous apprendre une chose, elle va vous apprendre à accepter les émotions, mais à ne pas y associer des éléments négatifs. Je vais prendre un exemple très simple. Je peux être tout à fait en colère contre quelqu'un parce que voilà, il m'a fait une crasse, par exemple. Eh bien, ça m'apprend à accepter cette émotion pour ce qu'elle est, de la colère, mais de ne pas y associer toute la rumination négative, toxique face à cette colère. C'est-à-dire que... Ouais. Ah oui, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, la colère se suffit en elle-même. Voilà, exactement. D'accord. La colère se suffit en elle-même et ce n'est pas la peine de ruminer toute la journée. Je déteste cette personne, d'avoir de la rancœur, etc. C'est accepter son émotion pour ce qu'elle est, une émotion, même négative. Enfin, dernier conseil, et c'est ce dont Christophe Hague parle dans son ouvrage, c'est ce qu'il appelle des valeurs refuges. C'est se remémorer un lien positif, un lien affectif avec quelqu'un, avec une personne, avec un objet. Il prend un exemple qui est extrêmement, touchant, c'est l'exemple de Nando, qui est un des survivants du crash dans la Cordillère des Andes, où justement il est dans une situation extrême, on est perdu au milieu des montagnes, personne ne viendra nous sauver, il faut traverser cette montagne qui est immense, et donc pour tenir, en fait, il se raccroche véritablement à cette émotion positive, à un souvenir qu'il a dans son enfance. Et c'est ce qui le fait tenir pendant toute sa traversée. Comme il explique, en fait, la peur motive, mais la panique tue.
Et on pourrait, c'est un autre exemple beaucoup plus anodin, mais devenu célèbre, c'est la Madeleine de Proust aussi. C'est la capacité à reconnecter avec des valeurs refuges, qui sont souvent, et très souvent même, associées à la famille. D'où l'importance de garder de très bonnes relations. D'ailleurs, vous avez une étude d'Harvard qui a été menée sur près de 100 ans, qui montre en fait que les individus, donc ils ont suivi en fait des gamins des quartiers défavorisés de Boston, ou alors de familles peut-être beaucoup plus aisées, dans le temps. C'est une étude longitudinale, c'est une des rares études qu'on a sur une période de près de 80 ans. Et on voit en fait que ceux qui ont développé le moins de maladies de type Alzheimer, qui sont le plus épanouis, qui ont vécu le plus longtemps, ne sont pas ceux qui ont gagné le plus d'argent, qui ont fait les plus brillantes études, qui ont été les plus connus, mais ceux qui ont maintenu des liens affectifs très forts avec leur famille. Je vous propose de nous arrêter sur cette belle leçon de vie, Mathieu. Merci. Merci beaucoup.